Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous sommes très heureuses parce que Femmes et Pouvoir est au sommet mondial des femmes dans l'industrie manufacturière, organisé par Sadia Lakral, qui nous a invités aujourd'hui. Et notre invitée est une femme magnifique qui est vice-présidente alors de Kanzi Medifarm, et vous êtes aussi fondatrice d'Amlure, qui est une société de coaching et de formation. Amel Boisa, bonjour et merci beaucoup d'être avec Femmes et Pouvoir aujourd'hui. Très rapidement, que signifie pour vous le mot pouvoir ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vos auditeurs. Et le pouvoir, pour moi, c'est une dynamique humaine qui est très, très fascinante. Le pouvoir, c'est d'abord cette capacité d'influencer les autres, d'influencer les autres dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, mais sans pour autant utiliser la force. Le pouvoir et l'influence, entre le pouvoir et l'influence, il y a une grande nuance. Il y en a certains qui pensent que le pouvoir et l'influence sont des synonymes. Il y en a certains qui pensent que ce sont deux processus qui sont distincts mais parallèles. Or que l'influence, c'est la résultante en fait de l'exercice du pouvoir sur l'autre. Donc c'est le changement qu'on voit dans le comportement de l'autre suite à notre exercice du pouvoir. Et donc, pour moi, sincèrement, l'influence, c'est beaucoup plus important que la notion elle-même du pouvoir. Et est-ce que cette influence ou l'exercice du pouvoir, comment est-ce que ça se traduit pour vous sur le plan personnel et professionnel ? Parce qu'en tant que femme, on est toujours avec cette dualité de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. En fait, le pouvoir notre pouvoir, en fait, on ne peut l'exercer sauf si on connaît les ressources de pouvoir que nous disposons. Chacun de nous a un style de pouvoir. Certains épuisent leur pouvoir de leur statut hiérarchique, par exemple, mais il y en a certains d'autres qui puisent leur pouvoir de leur capacité personnels, des attraits personnels. Par exemple, ceux qui ont une expertise dans un domaine particulier, ils vont avoir ce pouvoir d'expertise. Il y en a ceux qui ont du charisme, du leadership. Ce sont des gens qui vont puiser de leur attrait, de leur personnalité pour avoir l'influence sur les autres. Il y en a ceux qui, encore le plus intéressant, c'est le pouvoir des occasions ou le pouvoir des habiletés politiques. Il y en a des gens qui ont cette capacité de dénicher des opportunités et de là découle en fait le pouvoir politique. Donc les trois pouvoirs ici peuvent déclencher ce qu'on appelle le leadership, le pouvoir de leadership, or que le pouvoir qui provient de la fonction, c'est du pouvoir autoritaire, coercitif ou le pouvoir de récompense ou encore de l'information. Mais il a moins d'influence sur les gens que le pouvoir qui provient de la personne. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça a été votre cas ? Moi, je dirais au contraire. Paradoxalement, au contraire. Je pense que le pouvoir s'inscrit en fait pas forcément sur le sacrifice, au contraire sur la capitalisation de ce que nous avons déjà. On n'est pas puissante, on le devient. Est-ce que vous pensez que pour atteindre cet équilibre, les femmes devraient mettre en place une stratégie personnalisée pour y arriver ? Cette question de nous sommes nés leaders ou on l'apprend, ben c'est des questions où plusieurs chercheurs ont mis beaucoup de temps. Mais il y a un semblant de consensus que ça s'apprend jusqu'à un certain niveau. Oui, le leadership, ça s'apprend, et le pouvoir, ça s'apprend.
On l'apprend comment en ayant un plan d'apprentissage, un processus d'apprentissage, un programme d'apprentissage. Alors, quand on a d'abord, quand on veut apprendre quelque chose ou améliorer, il faut d'abord faire un petit diagnostic à l'interne. Quelles sont mes compétences que j'ai actuellement, que j'ai acquis jusqu'à présent, et quelles sont les lacunes qui m'empêchent, les lacunes en compétences qui m'empêchent justement d'avoir du pouvoir ou avancer dans ma vie en général ou avoir du leadership. Et donc, cette lacune, c'est un processus qu'on ne peut pas le faire tout seul, généralement. On peut, qu'il y a certains qui est avancé à travers les lectures, à travers les études, etc. Il peut le faire plus ou moins, mais l'idéal, c'est de le faire avec quelqu'un qui peut l'aider, un coach, un mentor. Et donc aussitôt qu'on arrive à savoir c'est quoi nos compétences acquises, on va après voir c'est quoi les lacunes qui nous poussent à ne pas avoir du pouvoir. Ça peut être, par exemple, le manque de maîtrise de soi, ça peut être la gestion des émotions, ça peut être plusieurs types de lacunes. Et à ce moment-là, on dresse carrément des techniques de tous les jours à faire répéter jusqu'à ce que le cerveau puisse arrêter ou supprimer les habitudes qui nous permettent pas d'avancer, puis instaurer ensuite d'autres nouvelles habitudes qui nous permettent après avoir le contrôle sur soi, l'empathie, et puis après la compréhension de l'autre, et puis ensuite on pourrait éventuellement l'influencer positivement vers ce qu'on veut, aller vers les décisions qu'on veut, ou vers l'idée que je veux transmettre, etc., ou l'inspirer. Et il faut se connaître d'abord, connaître ses capacités, connaître son style, connaître ses capacités, et ensuite connaître les lacunes, et par la suite investir sur ce qui peut nous emmener loin avec très peu d'amélioration ou de répétition mentale. C'est-à-dire, au lieu d'aller changer carrément, aller chercher de nouvelles habitudes, aller chercher les compétences que vous avez déjà, mais avec un petit peu d'amélioration ou un petit peu de répétition de tous les jours, vous pouvez aller plus loin dans des niveaux exceptionnels. Donc, c'est plutôt ça que j'ai fait. J'ai capitalisé ce que j'ai et puis je suis allée loin avec. Je me suis aussi entourée de personnes, ça c'est très important, d'être bien entouré. Choisissez les gens avec qui vous êtes tous les jours, parce que ils disent que vous êtes l'amalgame des 5 premières personnes les plus proches. Donc ça c'est très important. Sélectionnez sans état d'âme les personnes que vous fréquentez tous les jours, que ce soit dans l'entreprise, dans le gym, partout. Et ensuite fixer des objectifs et beaucoup d'audace. Une fois qu'on a fait ce travail, est-ce que les institutions ou les organisations qui nous entourent devraient aussi mettre en place des stratégies pour faciliter ce travail? En fait, je reviens sur soi. D'abord, ces organisations doivent voir en vous quelqu'un qui est convaincu de votre projet, de vos idées. Donc, prenez tout le temps pour vous préparer. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a une idée, il ne peut pas la voir comme ça. Il y a quelque chose, il y a quelque part une conviction, mais il faut qu'il la formalise. C'est important d'écrire et de noter et de documenter ce que nous avons en tête. Donc, votre projet, il faut absolument le documenter, le chiffrer, le mettre sur papier pour pouvoir convaincre avec les organisations qui pourront éventuellement vous aider. Donc, il doit avoir en vous quelqu'un de convaincu, convaincant et organisé. D'abord ça. Ensuite, les organisations, ce qu'elles pourraient faire, moi, j'estime que nous avons déjà une panoplie de programmes, d'institutions, d'organismes dans le développement économique en général au Québec et fédéral. Je leur donne ces crédits, mais ce que je demanderais éventuellement, c'est de simplifier, parce que les entreprises actuellement sont bombardées de nouvelles tendances de marché, de nouveaux besoins des clients. Ils sont vraiment au quotidien avec des défis divers. Et donc, les organisations, les organismes, ils veulent bien faire, mais il faut
faire simplement, simplifier ça le plus possible pour que les gens puissent acquérir ou accéder à leur programme rapidement. C'est plutôt ça. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Je veux vous dire, moi, personnellement, quand on me dit minorité visible, ça me met mal à l'aise. Quand je postule, par exemple, ils me disent « Ah, vous avez plus de chances d'être une minorité visible, mais je ne veux pas avoir de chance parce que je suis minorité visible. Ou je ne veux pas avoir le poste parce qu'il y a un quota. Je ne veux pas avoir d'égalité de chance parce que je suis une femme. » C'est parce que je suis d'abord compétente. Je suis humaniste avant d'être féministe. Maintenant, il semblerait qu'il y a une guerre et qu'il y a un pouvoir qui est déjà installé, celui du masculin en général dans les sociétés, mais surtout dans les pays émergents où la culture, pas tous évidemment, il y a une culture patriarcale. Et donc déjà, je suis mal à l'aise avec l'idée du quota. Ça se peut que dans un domaine particulier, on trouverait plus de femmes que d'hommes, que ce soit dans les activités opérationnelles ou encore dans le board, dans le CA. Mais s'il faut que ça soit ça d'abord pour aider ou donner la chance aux autres femmes parce qu'il y a un rapport de force, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'estime que ce n'est pas la façon la plus intelligente d'impliquer les femmes. C'est plutôt avec ce consensus dans la société que nous sommes plus des humains avec des têtes et des compétences qui se complètent et que nous sommes égaux à la base. Donc c'est cette culture qu'il faut inculquer et répéter sans fatigue. Très bien, sur ces belles paroles, on va marquer une petite pause. Nous sommes de retour avec Amel Boisa où nous parlions de l'instauration des quotas, où Amel nous expliquait que c'était un instrument et certainement pas une finalité. Amel Boisa, est-ce que vous avez une phrase, une devise, quelque chose qui symbolise vos engagements ou vos propos? Je l'ai en arabe. Je l'ai en arabe et c'est mon conjoint qui répète souvent, mais c'est quelque chose qu'on partage vraiment depuis longtemps. Moi aussi, j'y pense de la même façon. On dit en arabe égyptien, parce que mon conjoint est égyptien, ما فيش حاجة صعبة في الدنيا. C'est-à-dire, il n'y a rien de difficile dans la vie. Sérieux, là, si on le veut, tout ce qu'on n'aime pas, ça serait difficile pour nous, mais il n'y a rien de difficile dans la vie. En tant que femme de pouvoir, quel est votre coup de gueule? Est-ce que vous avez un coup de gueule ou alors un coup de cœur? Dans l'industrie, dans la vie professionnelle, dans la société en général, quelque chose que vous aimez beaucoup, quelque chose qui vous agace énormément? Moi, je me désole parfois, en 2019, on continue encore à parler de femmes, d'hommes, d'égalité, de quotas. Et c'est un discours qu'on le répète depuis très longtemps, mais on continue quand même à en parler au lieu d'être ailleurs. Ça me met mal à l'aise parce que les femmes, individuellement, celles qui avancent, mais elles pensent vraiment pas à ça, là. Moi, personnellement, quand je rentre dans une rencontre où je me vois pas comme une femme, je me vois comme un maillon qui va compléter d'autres pour réaliser quelque chose ensemble. Et donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de différence. Je ne mets pas ça dans ma tête. Du tout, dans la vie de tous les jours. Et dans la maison, entre filles, j'ai une fille, 2 garçons. Pour moi, il n'y a absolument pas de différence entre les deux. En aucun cas dans tout. Et donc, on en devrait être ailleurs que de parler encore. Je ne veux pas dire qu'il faut arrêter d'en parler. Au contraire, il faut combattre pour faire sa place et trouver la place qu'elle devrait avoir la femme, surtout dans certains pays émergents.
Il faut qu'elle aille chercher sa place et qu'elle s'impose dans la sphère publique ou encore dans les lois qui réglementent les pays. Mais c'est ça qui me désole, c'est la situation de la femme qu'elle est encore dans ce désarroi-là. Ce qui me plaît pour l'instant, c'est que ce que j'aime pour moi personnellement et la chance que j'ai eue, c'est d'être dans un environnement que nous avons au Québec, au Canada, un environnement qui favorise l'égalité des sexes, qui favorise de plus en plus en fait l'équité. Et je me trouve chanceuse d'être dans une société où les femmes avant nous ont beaucoup combattu pour arriver à cette égalité. Donc rien, je leur tire chapeau et rien de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant ne serait possible s'il n'y avait pas ces femmes-là québécoises qui ont combattu fort contre le diktat en fait de la pensée unique religieuse et donc c'est ça ce que j'ai à dire. Malgré tout ce combat-là que ces femmes ont fait, on se trouve encore dans des situations où on parle encore de l'égalité des femmes entre les femmes et les hommes. Et donc, le message que je devrais, n'arrêtons pas le combat de ces femmes, on devrait être la relève, celle qui va poursuivre ce combat, juste pour leur rendre hommage. Donc, c'est ça mon point que je voulais dire pour ta question. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Une école immense, virtuelle, je ne sais pas, une école qui va accueillir toutes ces petites filles à travers le monde qui sont privées d'éducation. C'est ça que je ferais si j'avais du pouvoir, si j'avais de l'argent. Je commencerais par ces petites filles qui sont dans des villages lointains, dans les montagnes, dans le froid, dans la peur, dans l'isolement, dans la solitude, dans la privation, dans la faim. Je ferais une école qui les accueillerait et leur transmettre le savoir. Et si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? J'adore les animaux. Personnellement, j'aimerais être un cheval. Pourquoi un cheval? Un cheval, d'abord, il est beau, d'accord? Il a la grâce, il a de la classe, mais il est fort. Donc, même s'il est beau, même s'il a même de la féminité même dans ses gestes, je trouve qu'il est fort. Et donc, oui, me retrouver dans un corps d'un cheval, ça me plairait. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose en tout cas qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité ou la féminité tout court. À quoi avez-vous pensé ou qu'est-ce que vous nous avez apporté? Sincèrement, je n'ai pas trouvé d'objet, mais je peux vous dire que mon corps, tout court, si tu peux le prendre comme un exemple ou un objet, mon corps, je trouve qu'il véhicule un certain pouvoir de dire que je suis ce que je suis. Je suis authentique, avec ses défauts, avec ses bourrelets, ses kilos en plus. Mais c'est un symbole, en fait, de pouvoir. C'est moi-même. Je véhicule cette assurance, je véhicule mes limites, je véhicule mes défauts, je véhicule mes capacités. Donc, je ne trouve pas autre chose qui me représente comme étant quelque chose de physique que celui que j'ai. C'est mon corps, c'est moi-même. Parfait. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Amel Boisa », que lui diriez-vous?
Je lui dirais d'abord merci, mais peut-être que tu ne me connais pas au complet. C'est très gratifiant d'entendre ça. C'est très, très gratifiant. D'ailleurs, ça me met mal à l'aise. C'est très, très gratifiant. Je te remercie, ma fille, mais ne mange pas autant de sucre que moi. C'est gratifiant, je te remercie. Moi, je veux que les filles soient meilleures que nous. Et on fait en sorte que les générations futures soient meilleures que nous, qu'elles assument plus, qu'elles donnent plus, qu'elles axent sur l'essentiel, mais pas sur le superficiel. Ne perdez pas votre temps à faire des choses qui sont éphémères, qui ne vous avancent pas. Choisissez vos fréquentations. Choisissez un métier, faites-le avec passion. Pensez toujours à donner du sens à ce que vous faites, à vos choix. Assumez-vous comme vous êtes avec votre différence. Si vous êtes musulmane, avec votre voile. Si vous êtes de l'Afrique, avec vos couleurs, votre personnalité. Si vous êtes de la Chine, avec votre spécificité. Soyez vous-même et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parce que dans chacun de nous, il y a un modèle intrinsèque. Il faut juste le faire émerger de vous et être soi-même. C'est tout ce que je peux leur dire. Donc, en fait, être authentique et unique. Vous êtes une femme de pouvoir, Amel Bouaza. Quel pourrait être votre super pouvoir? La sensibilité, l'empathie. Je ne peux avancer dans un projet si je ne me mets pas en place ou à la place de celui qui va prendre le projet. Que ce soit un produit, que ce soit un projet comme tel, une activité. Je ne peux avoir le pouvoir de transmettre mes idées si je ne me mets pas à la place de ce qui s'attend de moi réellement. Donc, si je ne l'ai pas, si je ne suis pas sensible aux attentes de l'autre, je suis à côté et je n'ai aucun pouvoir. Et donc, le pouvoir, c'est l'autre qui me l'octroie. Et ça vient de moi, évidemment, en utilisant mes ressources personnelles, mes habiletés personnelles, mais c'est l'autre qui te l'octroie à la fin. Pour moi, c'est ça le véritable pouvoir. Le super pouvoir. Et le super pouvoir, c'est l'empathie, la sensibilité, en me concernant. Très bien. Mais merci beaucoup, Amel Bouaza. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toi. Mais un grand plaisir et on est très heureuse d'être là parce que c'est grâce au sommet 4.0 au féminin que nous nous sommes rencontrés, organisé par Sadia Lakral. Donc vraiment, c'est un moment très privilégié. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.